Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan de toutes mes lectures du mois de février. Un mois qui globalement a été, on va dire, dans la moyenne. Voilà, j'ai pas eu d'énormes déceptions, j'ai pas eu non plus de gros coups de cœur, voilà. On est resté dans la moyenne. Comme d'habitude, on va partir du titre qui m'a le moins plu au titre qui m'a le plus plu. On est parti tout de suite. Donc, dans le cadre du petit mois petite lecture, j'ai lu Petite défaillance de Mina M, publiée aux éditions du Chat Noir dans leur collection Graphicat, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, Graphicat. Alors déjà on va s'arrêter sur la magnificence de l'objet, donc on est sur un hardback illustré en couverture et en totalité par Mina Lima. Donc au niveau de la qualité des dessins, on est quand même, alors, si tant est qu'on aime son style graphique, bien sûr, on est sur quelque chose d'absolument superbe. Ici, on va être sur des textes qui vont nous parler de couples qui vont se former, de couples plutôt atypiques, souvent, dans une ambiance qui est généralement plutôt gothique. Donc c'est un titre qui est vraiment très très court et je pense que c'est là où ça a pêché pour ma part, c'est que honnêtement les textes sont plutôt sympathiques, c'est plutôt bien écrit, mais à chaque fois pour moi ça a été trop court, hein, puisqu'on est sur des poèmes. Alors oui, en plus le style de la poésie n'est pas forcément ce qui me branche le plus. On va être sur des textes qui font maximum 2 pages, quoi. Donc, et en plus des textes hyper courts. Voilà, là vous voyez bien, on est sur quelque chose d'assez court. C'est une novella, on va dire, qui se lit très vite. Et le fait que ça soit très court, moi malheureusement qui suis un peu hermétique à la poésie, enfin souvent ça me touche pas plus que ça. Bah là forcément pour le coup j'ai trouvé ça trop court. Parfois il y avait des histoires qui me donnaient vraiment un avant-goût très sympa et j'aurais aimé en avoir plus, mais bon forcément ça reste très court, hein. C'est un peu dommage. Ce que ça m'a surtout donné comme effet, c'est l'envie de lire Mina M en roman, puisque je sais qu'elle a sorti au moins un roman, si c'est pas plusieurs, depuis cet écrit-là. Donc j'ai surtout envie de voir ce qu'elle donne en roman. J'ai trouvé que l'écriture était... bon, forcément, c'est de la poésie, hein. Donc forcément, ça reste assez académique comme style. Donc là, forcément, j'ai envie de voir ce que ça donne dans un roman. En gros, c'était sympa, pas inoubliable, mais globalement, c'était bien fait. Voilà, donc si jamais vous êtes fan de Mina M, c'est un titre pour vous. Deuxième roman qui m'a laissé un petit peu perplexe, c'est Atmore, Alabama de Alexandre Civico, publié chez Babel Noir. Ici un roman court, donc que j'avais lu toujours dans le cadre petit mois petite lecture. On est ici sur un roman noir d'ambiance. On va suivre un homme, comment il s'appelle cet homme? Ben, je ne sais plus. Donc un homme, un Français qui arrive à Atmore en Alabama et qui va tourner, l'histoire va tourner, et lui aussi d'ailleurs, hein, tout autour d'une prison, la prison d'Atmore. On va comprendre assez vite qu'il a un lien avec quelqu'un qui est dans cette prison. Alors, c'est un roman qui m'a laissé un peu perplexe. Donc, on est vraiment sur un roman noir d'ambiance américaine, sachant un peu dans les styles un peu hardball des années 30. Donc, il faut vraiment aimer ce style de roman très noir, très triste. Il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce roman, hein. On est vraiment plongé au cœur de l'Amérique profonde, sexe, drogue et rock'n'roll, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Tous les personnages qui sont évoqués par l'auteur, ils sont tous complètement cassés, brisés par la vie, ils souffrent. Il y a beaucoup de violence. Comme je vous le disais, il y a malheureusement, comme souvent dans ces cas-là, peu d'espoir. Il y a du racisme également dans ce fin fond de l'Amérique, on va dire. On ressent vraiment complètement la douleur du personnage principal, sa souffrance. Le texte, il est parfois un peu brouillon et je trouve que cette manière de faire... Ben, on est quelque part aussi paumé que le personnage principal, hein. On ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop pourquoi on est là. C'est vraiment très bien retranscrit, c'est bien écrit, il faut quand même le dire aussi. On a quelques passages dans le passé du personnage qui vont nous éclairer, hein, sur son histoire. J'ai eu l'impression de lire un peu un roman en mode tranche de vie. Vous voyez, on le prend à un moment et on va le suivre jusqu'à un autre moment. Et on a une fin... J'attendais beaucoup de la fin, vraiment j'attendais beaucoup de la fin, puisque dans ce roman on va le suivre, on va découvrir son passé, il va rencontrer d'autres personnages, on va découvrir cette Amérique, il va s'attacher à certains personnages qu'il va rencontrer, des personnages qui sont eux-mêmes brisés, hein, comme je le disais, on n'est vraiment pas sur un roman hyper optimiste, loin de là. Et cette fin, elle m'a laissé
un peu perplexe, un peu perdu. Voilà, je sais hein, que c'est un roman qui n'a pas fait l'unanimité, notamment par rapport à la fin. Je l'ai lu très vite. C'est un roman qui pose question. Voilà. C'est le genre de roman où vous n'allez pas le poser en vous disant c'est bon, j'ai toutes les réponses, c'est bon, je sais tout. Pas du tout. C'est un roman vraiment qui vous fait réfléchir, qui vous pose question. Je sais pas si j'ai aimé ou pas. C'est-à-dire que j'ai aimé suivre ce personnage, j'ai aimé le chemin proposé, mais la fin ne m'a pas convaincue. Et la fin, j'ai eu l'impression d'un trop peu, en fait, voilà, sur cette fin. Si vous avez lu Atmore Alabama, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou si vous souhaitez en parler en commentaire, c'est avec grand plaisir. Mais attention, pas de spoil, bien évidemment, pour les gens qui ne l'ont pas lu et qui souhaiteraient le lire. Bref, je relirai, hein, si j'en ai l'occasion, d'autres romans de cet auteur. Celui-ci, je ne suis pas certaine que je le relirai, mais en tout cas, il a eu le mérite vraiment de me questionner sur plusieurs points. Vous avez compris, c'est un roman qui m'a laissé un peu mitigée, vraiment mitigée. Un autre roman très très court, j'ai lu Les attaques de la boulangerie de Haruki Murakami. C'est publié chez 10-18 dans cette petite collection qu'ils ont éditée. Il y a plusieurs de ces titres qui sont comme ça. C'est donc une version des novellas, clairement, qui sont illustrées. Alors les illustrations, ça passe ou ça casse. Moi j'aime bien, je trouve qu'elles collent vraiment bien à l'univers de Murakami. Donc dans ce recueil, il y a 2 nouvelles différentes qui sont liées et qui vont donc toutes les deux nous parler d'une fameuse attaque de boulangerie. Alors, je vais en parler très vite, hein, je ne vais pas m'appesantir dessus déjà parce qu'elles sont très très courtes. C'est 2 nouvelles qui sont liées, qui sont plutôt sympathiques, mais je trouve sans plus. Moi j'ai pris plaisir à retrouver le style de Murakami, ce style entre l'onirisme, le fantastique, le réalisme magique. Il y a également dans ces novellas un côté un peu burlesque, un peu humoristique. Donc là, à nouveau, ça passe ou ça casse, hein, puisque si on n'est pas adepte de ce genre d'histoire, ça ne marche pas. En plus, comme d'habitude avec Murakami, comme je disais, on a ce côté réalisme magique. Et puis, on a aussi, à nouveau, une espèce de tranche de vie. On va prendre les personnages à un moment, on va les suivre, et puis après, on va les quitter. Si on n'aime pas ce genre-là non plus, ça marche pas, forcément. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces 2 nouvelles et à retrouver le style de Murakami. Les nouvelles sont peut-être un petit peu courtes pour pouvoir vraiment bien apprécier l'auteur. On retrouve également son côté assez décalé par moments, comme je disais, un petit peu humoristique, un petit peu burlesque. Ça passe ou ça casse, forcément. Moi, avec moi, c'est passé parce que de manière générale, de toutes les novellas que j'ai lues, j'aime beaucoup ce que Murakami propose. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour l'auteur? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Après, c'est pas ses meilleures nouvelles et c'est pas le meilleur recueil non plus qui existe à mon sens. L'objet livre, il est très 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 joli, vraiment. Moi j'aime beaucoup. J'ai d'autres titres hein, dans cette collection. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. On a, comme je disais, des illustrations particulières, mais je trouve qu'elles collent vraiment bien hein, au côté un peu perché qu'on peut avoir dans les titres de Murakami. Donc vous l'avez compris, j'ai passé un bon moment parce que j'aime l'auteur. Est-ce que je m'en souviendrai dans 10 ans? Honnêtement, je ne pense pas. Mais sur le moment, c'était sympa. On va passer à toute autre chose comme d'habitude avec moi. Durant le courant du mois de février, je me suis lu cette intégrale. Et oui, j'ai lu les 3 tomes dans la version française hein, de l'intégrale 2 de la première époque de l'Assassin Royal, écrite par Robin Hobb. J'avais lu le tome 1 l'été dernier ou en octobre. Non, l'été dernier, je crois que c'était l'été dernier que j'avais lu l'intégrale 1. Alors, si jamais vous ne connaissez pas l'Assassin Royal, c'est l'histoire de Fitz, un jeune garçon qui, à l'âge de 3-4 ans peut-être un petit peu plus âgé, il est abandonné par son grand-père aux portes du château royal, puisque c'est un bâtard du roi, le prince Chevalerie. Il est donc appelé... Enfin, il est donc appelé, non, pas du tout. Son grand-père veut s'en débarrasser parce que bien évidemment un enfant, ça coûte de l'argent. Lui et sa mère, ils sont plutôt pauvres, donc ils ont plutôt envie de s'en débarrasser. Puis ils estiment qu'ils s'en sont occupés pendant quelques années. Maintenant, c'est un peu au tour de son père de le gérer. Fitz va donc découvrir dans la première intégrale, et nous, avec lui, l'univers des 6 duchés, le château de Castelserre, les complots politiques qui vont apparaître, et puis il va être attaché, notamment de par son ascendance royale, pour devenir le futur potentiel assassin du roi, l'assassin royal. Forcément, il n'y a pas beaucoup de surprises. L'intégrale 1 avait été un coup de cœur. Clairement, vraiment, j'ai adoré cette intégrale 1. J'ai fini la première intégrale en loc, ramassée, fracassée, en PLS, complètement en PLS.
J'ai donc attaqué cette intégrale 2 très très confiante, ça va être super, ça va être génial. Ça a été juste bien, voilà, on va dire, on va s'arrêter à ça, bien. J'étais un petit peu déçue par cette intégrale. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric, qui est, je pense qu'il a même peut-être un peu moins apprécié que moi. J'ai trouvé que dans cette intégrale 2, donc on est vraiment dans les événements juste à la fin de l'intégrale 1. Je ne vais pas trop vous en dire au niveau de l'histoire en elle-même de cette intégrale, ça serait éminemment spoilant, surtout au vu la fin de l'intégrale 1. Je trouve que dans cette intégrale 2, il y a beaucoup de lenteur et de longueur. Donc les personnages vont être amenés à se déplacer, ils vont traverser le royaume. On va les suivre tout au long de ces déplacements et forcément on va avoir beaucoup de descriptions, beaucoup de fois où les personnages marchent, ils attendent, ils chassent, ils s'assoient autour du feu de camp, ils mangent, ils discutent, ils repartent, ils revoient d'autres paysages, etc. Vous comprenez l'idée. C'est un tome dans lequel il y a beaucoup moins d'action que dans la première intégrale. Il y a beaucoup moins de complot politique à mon goût. Parce que moi, je ne suis pas forcément très fan de cette fantaisie qui va se déplacer en permanence où on va décrire des trucs et des trucs et des trucs. Au bout d'un moment, ça me fatigue. J'ai tendance à préférer, je pense, en vieillissant, la partie un peu complot. C'est vraiment ce que je préfère, je pense, quelque part dans la fantaisie. Donc là, j'en avais beaucoup moins. Donc ça m'a un petit peu moins branché. C'est également très très introspectif, on va être beaucoup dans la tête de notre personnage principal. Donc si on n'aime pas ça en plus, ça peut être un peu rébarbatif. Moi ça m'a pas ennuyé plus que ça. Et puis on a surtout une deuxième partie. Il y a un gros creux à mon sens dans une partie du roman, vraiment un gros creux où on peut perdre les lecteurs. J'ai vu qu'il y avait eu quelques abandons et ce que je peux comprendre. Moi c'est une relecture, donc c'est vrai, j'avoue que j'avais quelques souvenirs, donc peut-être que ça m'a aidé aussi à passer ces moments un peu de lenteur et de longueur, mais voilà, globalement ce que je garde comme idée de cette intégrale, c'était long, c'était un peu trop long à mon goût, et on a une fin qui arrive, qui est trop rapide aussi à mon goût. Je trouve que la fin, vu tout ce qu'on a souffert pour arriver à cette fin, je pense que ça aurait été bien que ça dure un petit peu plus. Voilà, pareil, c'est un petit peu dommage à mon goût. Dans cette intégrale 2, on a aussi encore une fois Madame Hobb qui nous remet les pendules à l'heure sur les femmes, les hommes, mais également les animaux. J'ai été assez touchée vraiment par certains thématiques, certains sujets qu'elle aborde. Il y a notamment une importance accordée aux animaux dans cette intégrale, aux liens qui nous lient avec les animaux, et j'aurais tendance à dire, souvent les animaux, on ne les mérite pas, nous en tant qu'êtres humains, ils sont quand même souvent bien là-haut par rapport à nous, clairement. Malgré tout, à la fin de cette intégrale 2, j'ai eu quand même un petit pincement au cœur, j'étais un peu triste de quitter tous ces personnages. La force de Robin Hobb malgré tout, c'est vraiment déjà sa plume, parce que franchement, malgré les lenteurs, j'avais toujours envie d'avancer et toujours envie d'aller jusqu'au bout. Les personnages, il y a vraiment certains personnages qui sont super attachants. Comment dire, soit on les aime, soit on les déteste, mais on n'est jamais indifférent en fait avec ces personnages. Et ça, c'est quand même génial, parce qu'il n'y a rien de pire quand vous lisez que de n'avoir rien à fiche de ce qui peut arriver aux personnages. Et là, pour moi, c'était pas le cas. J'avais vraiment envie, notamment sur certains, de savoir ce qu'allait leur arriver, que ça soit des choses bonnes ou des choses mauvaises. J'étais à fond derrière eux, je voulais vraiment savoir. Et je pense que c'est aussi une des forces de Robin Hobb dans cette intégrale. C'est le cas dans la première, mais ici, avec les lenteurs, c'était encore plus présent. Il y a également pas mal, comme je disais, de modernité sur les femmes, les animaux, mais sur d'autres sujets également, où finalement par rapport à l'époque où ça a été publié, c'est plutôt moderne. Bref, beaucoup d'émotions à la fin de cette intégrale. Moi je suis partante pour lire Les Aventuriers de la Mer, que je n'ai jamais lu, je précise, qui donc va se dérouler après cette seconde époque. Je crois que c'était l'objectif premier de Dorian de lire Les Aventuriers de la Mer, donc si jamais il décide de s'y lancer, je serai partante. Par contre, probablement pas avant cet été pour ma part, j'ai besoin de faire un petit break là, un peu dans les pavasses. Je vous dis ça, et là je vais vous présenter une autre méga pavasse que j'ai aussi lue dans le courant du mois de février. J'ai l'impression de ne pas avoir lu grand chose parce que j'ai lu 2 énormes briquettes, mais ça représente quand même pas mal de pages sur le mois de février pour un mois qui ne fait que 28 jours, puisque j'ai lu l'intégrale 2 de La Roue du Temps de Robert Jordan. Oui, l'intégrale grand format. On est sur un roman qui fait plus de 1000 pages. Si jamais vous ne connaissez pas La Roue du Temps, dans le premier tome, on va rencontrer 3 jeunes hommes qui habitent dans un petit village.
ils vont avoir la visite d'une Aes Sedai, une espèce de sorcière, on va dire pour faire simple. Elle leur annonce que l'un des trois est au cœur d'une prophétie, ou en tout cas il serait un élu, et eh bien elle va partir avec les trois jeunes garçons pour les emmener quelque part. Et ici, donc dans cette intégrale 2, on retrouve nos trois personnages, et pas que, hein, tous les autres personnages qu'on a rencontrés et des nouveaux, juste à la fin des événements de l'intégrale 1. Intégrale 1 que j'avais lu en décembre, donc là j'ai lu l'intégrale 2 en février. Est-ce que je vais lire l'intégrale 3 au mois d'avril? Je ne sais pas, je verrai en fonction de comment je le sens. Mais moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette intégrale 2 et je lirai la suite également avec grand plaisir. Un peu comme dans l'Assassin Royal, je trouve qu'ici on avait à nouveau pas mal de longueur. Il y a notamment, toujours un peu comme dans l'Assassin Royal, un gros creux au milieu. À nouveau, des descriptions, ils se déplacent, ils font du cheval, ils chassent, ils se déplacent, ils avancent. On nous décrit des personnages, oui, des lieux et des habitations et comment ils sont habillés, etc. etc. C'est pas forcément à nouveau ce que je préfère. Mais l'écriture de Robert Jordan, elle rend tout ça fluide. Franchement, ça se lit, on avance, on lâche pas, on a quand même envie de savoir ce qui arrive à nos personnages. Moi j'aime beaucoup parce qu'on alterne entre les différents personnages. Alors d'un côté j'aime bien et de l'autre côté c'est un côté frustrant ce système, puisque parfois vous avez envie de savoir ce qui va se passer avec un personnage et puis en fait il vous dit non, non, on va basculer avec lui. Et vous êtes là, non, non mais moi je voulais rester là. Bon, ça pas toujours possible, hein. L'auteur, on est obligé de le suivre pour le coup. Hein. Mais moi j'aime bien malgré tout cette manière de faire parce qu'il ne délaisse aucun personnage, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, on va le suivre. Il y a aussi une vraie force, je trouve, alors là je ne suis que sur le tome 2, c'est que je n'ai jamais été perdue en fait. Voilà, je suis vraiment bien cette histoire. Je m'appuie beaucoup sur la carte qu'on a au début, pour vraiment visualiser où sont nos différents personnages. Et puis quand j'ai un doute sur certaines choses, alors surtout au début, hein, après ça revient, on a un lexique à la fin sur lequel je m'appuie également sur certains termes, parfois je ne suis pas certaine vraiment, et ça aussi ça m'aide bien à tout de suite me remettre dans ma lecture. Comme je disais, le tome 1 je l'avais lu en décembre, donc c'était quand même assez frais dans ma mémoire. Également l'histoire, je trouve qu'elle se complexifie plutôt pas mal, notamment on a un peu plus de complot politique, on voit les structures qui se mettent en place. On a également quelques événements assez crades, assez horribles. Hein. On découvre un nouveau peuple hein, qui est vraiment pas très cool. Hein. C'est pas cool du tout. Moi, ça m'a beaucoup plu ce côté un peu plus sombre, un peu plus dark de fantasy. On s'éloigne aussi un petit peu, je trouve, dans ce tome 2 de ce côté très classique qu'on avait dans le tome 1, qui faisait effectivement penser à beaucoup au Seigneur des Anneaux de Tolkien. Là, on s'en éloigne un peu, on sent que Robert Jordan il commence à tisser sa trame, voilà, pour reprendre quelques termes qu'on retrouve ici régulièrement. Bref, on a une fin qui donne envie de lire la suite. Vraiment, j'ai vraiment envie de savoir comment l'auteur va nous faire évoluer tout ça, tous ces personnages. Donc voilà, je lirai la suite vraiment avec grand plaisir. Comme je vous disais, normalement le tome 3, j'aimerais le lire en avril. Il est un tout petit peu plus petit que celui-ci puisqu'il ne fait que 900 pages. Je verrai. Voilà, je ne sais pas encore si je le caserai. J'aimerais bien, mais bon, voilà, je verrai. Alors vous vous dites pourquoi en avril, pourquoi pas en mai? Eh bien parce qu'en avril ce sont les vacances scolaires et que moi j'ai plus de temps pour lire pendant les vacances scolaires que sur le reste de l'année tout simplement. Et c'est pour ça notamment que sur février j'ai réussi à lire 2 énormes briquettes comme ça, ce qui le reste de l'année serait juste pas possible, clairement. Juste mention spéciale, moi je lis sur les versions France Loisirs et alors voilà, malheureusement le doré qui était ici, il disparaît. Alors que ça soit là ou voilà sur la tranche. Alors c'est très étrange, voyez, je n'ai plus la roue du et j'ai le temps. Voilà, bon, c'est un détail, c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, c'est comme ça n'enlève rien à la qualité du texte et à mon plaisir de lecture. Ensuite, je vais vous parler alors de 2 tomes qui ne sont en fait qu'un, puisque j'ai lu Le Fléau de Stephen King. Alors, je trichouille un peu puisque j'avais lu le tome 1 en janvier et le tome 2 en février, donc toujours avec le groupe Un King par mois ensemble, le groupe Facebook. Je vous invite à nous rejoindre sur le groupe si ce n'est pas déjà fait. Mais j'avais choisi de vous en parler d'un seul tenant, puisque il faut savoir qu'en version originale, c'est un seul roman. Donc je ne voyais pas trop l'intérêt de le découper et de vous en parler séparément. Le Fléau de Stephen King, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'un énorme résumé. On est tout simplement sur un virus qui se répand et qui tue 99,4% de la population mondiale. Voilà, donc il reste vraiment pas grand monde, on est bien d'accord. Alors,
Alors, de manière générale, sur ces deux tomes, moi j'ai clairement une préférence pour la première moitié du roman, puisque dans cette première moitié, on va être sur comment l'épidémie est arrivée, comment elle se répand sur l'ensemble des États-Unis. Alors, c'est une espèce d'énorme grippe, hein, si jamais vous avez jamais lu le Fléau. Et moi, j'ai vraiment une préférence pour cette partie-là de l'histoire. Alors, je l'avais déjà lu il y a 3-4 ans, je crois, le Fléau, et c'était déjà le cas. J'avais vraiment beaucoup préféré cette première partie à la seconde. Je trouve que la première partie, elle est beaucoup plus addictive. Vous suivez tous les personnages donc à différents endroits. Les personnages eux-mêmes, ils sont différents. On a des hommes plus ou moins jeunes, on a des adolescents, on a un muet, on a un enfant, un jeune adulte qui est limité ou attardé intellectuellement. On a un chien également. On a différents types de personnalités. On a des personnages que l'on va détester, d'autres que l'on va aimer. C'est une vraie force de Stephen King, je trouve, de nous rendre à chaque fois ces personnages. On n'est jamais neutre à nouveau, voilà. On les aime ou on les déteste, mais on n'est pas neutre, jamais. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort de sa part. On a envie d'avancer dans cette histoire, on a envie de savoir comment l'humanité va pouvoir réussir à survivre et qui va survivre, hein, puisque même parmi ces survivants, il y en a certains qui vont mourir. Comment les gens vont réagir, comment vont-ils se comporter ? Ça, c'est quand même une vraie force également. Et moi, j'ai une vraie préférence pour cette première moitié de tome. J'aime un peu moins la deuxième partie de l'histoire. Dans la deuxième partie de l'histoire, on va avoir les États-Unis, donc les habitants qui restent aux États-Unis vont se regrouper un peu sur deux factions opposées. Et je trouve que dans cette partie, il y a des longueurs, avec également un creux, alors plutôt vers la fin, plutôt qu'au milieu, je trouve. Ça se lit toujours très bien, hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Dans cette seconde partie, on va avoir des personnages un peu plus nuancés et là on va voir davantage la reconstruction de l'humanité en fait, hein, comment les êtres humains vont avoir besoin malgré tout de recréer une société, une structure pour s'organiser, hein, pour ne pas sombrer dans la folie. Et on va avoir du coup les deux antagonistes qui vont apparaître. Alors on les voyait déjà un petit peu, hein, dans la deuxième moitié ou plutôt la fin de cette première partie, c'est un peu compliqué. Ils sont vraiment extrêmement présents dans la deuxième moitié. Et si la première moitié c'est vraiment l'épidémie, comment elle se répand, ici on est vraiment dans la reconstruction. Là, on est dans l'apocalypse et là, on est dans le post-apo, vraiment. On va voir donc la reconstruction de l'humanité. Je trouve que c'est un petit peu plus lent. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouvais ça un petit peu moins addictif que le premier tome, hein, que j'ai lu beaucoup plus vite que celui-ci. On a également une grosse partie religieuse qui n'est pas vraiment ma came, hein, et sur laquelle j'ai pas particulièrement adhéré non plus. Même si c'était pas non plus absolument catastrophique, hein, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. On a une fin que je trouve un petit peu trop facile. On a également quelques incohérences par rapport ou quelque chose que moi je trouve pas logique, ou en tout cas que King ne m'a pas assez expliqué pour que je puisse les comprendre. Et puis une toute fin que j'ai trouvée un petit peu trop longue. Voilà, donc je sors alors mitigée par rapport à ma première lecture. Globalement, j'ai plus ou moins le même avis, c'est-à-dire que j'ai adoré la première partie. Cette deuxième partie, je l'aime un petit peu moins, mais je l'ai trouvée aussi peut-être un peu plus claire. Alors c'est vrai que j'avais lu une vieille version sur ma première lecture, peut-être la version qui était parue en 3 tomes, je crois, chez J'ai lu Épouvante. Donc vraiment une vieille version, je crois qu'ici ça a été depuis un petit peu retraduit, peut-être remanié. Peut-être que ça a aidé à une meilleure compréhension pour ma part. Mais voilà, c'était globalement une bonne lecture, je suis contente de l'avoir relu. Je pense pas le relire là, tout de suite là, d'ici quelques années, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir relu. Pareil, il fera pas forcément partie de mes King préférés, hein. Vous verrez si vous regardez le live que Armance n'est pas forcément de notre avis, mais voilà, j'ai apprécié ma lecture et je suis malgré tout contente de l'avoir relu. On va terminer sur peut-être ma meilleure lecture du mois, même si on n'est pas sur un coup de cœur, et étonnamment c'est une novella, c'est L'Examen de Sylvain Neuvel, publié au Livre de Poche. J'ai adoré cette novella, je me demande si c'est pas la première que j'ai lue sur le mois de février, mais je l'ai vraiment adorée, je l'ai dévorée. Alors certes c'est court, hein, mais vous savez que parfois, même sur des novellas, c'est pas toujours hyper emballant. Là pour le coup, j'étais vraiment à fond dans ma lecture.
On est en Grande-Bretagne, c'est un roman d'anticipation dans un futur proche. On va suivre Idir, un Iranien, qui se présente à l'examen, donc un questionnaire écrit qui va lui permettre d'obtenir, en tout cas il le souhaite, la nationalité anglaise. On est en Grande-Bretagne, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on est en Grande-Bretagne. Et donc dans ce monde futuriste, c'est comme ça qu'on peut obtenir la nationalité anglaise en participant à cet examen et notamment en remplissant ce questionnaire. Forcément, ça ne va pas se passer comme lui l'avait prévu. Je dirais rien d'autre. Alors, je vous invite également à ne pas forcément, ou en tout cas être vigilant sur toutes les chroniques qui sont dispo. J'ai notamment vu quelques chroniques extrêmement spoilantes quant à ce qui se passe dans cette novella. C'est fort dommage parce que moi, je n'avais que ces informations-là, celles que je viens de vous donner. Et alors, j'ai été extrêmement surprise du déroulement de ce texte. Mais je n'en dirai pas plus. Donc c'est un texte qui est donc très court, mais forcément, du fait de sa taille, je l'ai trouvé intense et extrêmement impactant. On va bien évidemment parler de la problématique autour de l'intégration des personnes d'origine étrangère. On a un style addictif, assez incisif, un texte que j'ai trouvé également très réaliste, et c'est ça qui est toujours angoissant dans l'anticipation, c'est qu'on se dit mais en fait c'est tellement possible, ça pourrait tellement se passer comme ça, que c'en est très angoissant. Idir, le personnage principal, je l'ai trouvé vraiment très attachant, tout comme sa famille. J'étais vraiment en empathie complète avec lui, avec ce qui va se passer pendant cet examen. On a une critique sociale bien évidemment très présente. C'était choquant, c'était cruel et c'est aussi tellement immoral. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette novella. Je vous la recommande si vous avez l'occasion de tomber dessus. J'en dirai pas beaucoup plus parce que voilà, j'ai pas forcément envie de spoiler, je fais très attention à ce que je vous dis là depuis quelques minutes pour vraiment ne pas vous donner trop d'indices, mais essayez de vous dire, c'est vraiment un texte qui vaut le coup, vraiment. Et je suis très contente parce que j'ai dans ma palle la trilogie derrière qui est les dossiers Thémis, et j'avais voulu lire cette novella pour voir si le style de l'auteur matchait avec moi, et effectivement ça a vraiment super matché. C'est un excellent titre d'anticipation que je vous recommande. Voilà, c'était donc le dernier titre que je voulais vous présenter pour mes lectures du mois de février. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je viens de parler et si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Si vous souhaitez retrouver des avis peut-être un petit peu plus détaillés, bien qu'ils vont reprendre ce dont je viens d'évoquer en vidéo, vous les trouverez, alors peut-être pas là maintenant tout de suite, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, je n'espère pas quelques mois, sur mon compte Instagram que je mettrai en barre d'informations. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt.